Merci à tous les trois pour ces communications très riches et très très détaillées. La parole est à la salle pour des questions, donc si possible transversales pour nos trois intervenants. Bonjour, Alain Buet. Je suis maître de conférences en géographie retraité de l'université de Vincennes-Saint-Denis et j'ai été vice-président de l'association Études des chantiers dont on a beaucoup parlé, chargé des relations internationales et des questions d'environnement. Je vais essayer d'être le plus court possible et on pourra éventuellement en atelier reparler de tout cela. Il y a eu une rencontre à l'automne 1969 entre un groupe de militants, enfin de gens qui étaient plutôt à l'extrême gauche, qui participaient au début du département de géographie de l'université de Paris 8, et avec l'association Études et Chantiers, dont le directeur José-François Jacquemart, qui est décédé en 1993, qui a été président de Cotravaux, qui a été président d'Études et Chantiers, a beaucoup apporté. Avant cette période, Études et Chantiers faisait des études pour toute une série de mouvements dont nous avons parlé, l'UFCV, des mouvements protestants, des mouvements catholiques, les scouts, etc. Et la rencontre que j'évoquais tout à l'heure a amené à faire de plus en plus de chantiers en régie directe, c'est-à-dire des chantiers qui soient spécifiques à Études et Chantiers et dont une très grande partie était dirigée vers les questions d'environnement pour les raisons que je viens d'évoquer très rapidement, puisqu'en même temps, à Vincennes, on avait créé une filière d'initiation à l'écologie humaine et appliquée, et des étudiants que nous avions à Vincennes devenaient animateurs de chantier, et nous avions une opportunité qui était de nous essayer à une géographie active, à essayer de résoudre un certain nombre de problèmes d'environnement que nous avions posés dans un certain nombre de recherches, et essayer de les résoudre. Deux toutes petites choses. Évoquer la diversité des publics, parce que de ce qui a été dit, très largement, on a l'impression que les chantiers de jeunes, ce sont les premiers de la classe. On a parlé de résidence secondaire pour les gens de Jeunes et Nature. Très vite, à Études et Chantiers, nous avons eu des publics qui étaient des jeunes en situation d'insertion, des jeunes en situation pas d'incarcération, mais mis dans des établissements spécialisés de surveillance, et bien entendu, un public plus général. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, le contexte politique. Lorsque nous sommes arrivés à Études et Chantiers en 69, il y avait les objecteurs de conscience à qui on proposait d'aller en forêt, avec l'Office national des forêts, et Études et Chantiers était une des premières associations habilitées à recevoir des objecteurs de conscience sur des périodes longues de 24 mois pour des chantiers de long terme, et nombre d'entre eux ont été également des acteurs de l'éducation à l'environnement. L'autre chose que je voulais évoquer très rapidement, c'était l'aspect international. Vous n'avez pas eu l'occasion d'évoquer une des grandes organisations internationale qui était le CCSVI, le comité de coordination du service volontaire international, auquel Études et Chantiers et toutes les autres associations de Cotravaux et bien d'autres au niveau international ont coopéré. Et dans ce cadre international, il y a eu également une dimension à l'environnement très importante. Par exemple, le ministère de la Jeunesse et des Sports a confié à Études et Chantiers à un moment donné une mission d'évaluation des chantiers de reboisement dans le cadre de l'opération Sahel Vert, dans le cadre de la Conféges, la conférence des ministres de l'environnement, des ministres de la jeunesse et des sports. Il y aurait bien d'autres choses à évoquer, mais je ne veux pas monopoliser la parole, on pourra l'approfondir à un autre moment. Pour ce témoignage. Je pense que c'est surtout un témoignage qui peut-être nous appellera à une discussion ensuite, mais je pense qu'on peut prendre une autre intervention dans la foulée. Merci pour vos exposés. J'ai essayé de poser une question transversale en fait sur le rôle que jouent
les associations dans l'implémentation des politiques publiques. Vous l'avez un peu évoqué dans les deux premiers exposés. Est-ce que elle joue un rôle dans l'implémentation des politiques publiques en éducation, dans d'autres secteurs, et plus largement, comment elles influencent en fait les politiques publiques. Et ça soulève en fait en creux une réflexion que je me suis faite, c'est la situation de reconnaissance dans laquelle se situent les associations avec les corps d'État constitués comme la DATAR, à l'exemple de l'exposé de Arnaud Loustalot. Je me demandais dans l'exposé numéro 1 s'il y avait des institutions comme ça identifiées plus précisément. Et du coup, en fait, aujourd'hui, à l'aune de ces lumières finalement historiques que vous mettez en lumière, pour le coup, le démontage des expertises d'État qui ont eu lieu, de ces corps constitués tels que la DATAR qui a disparu, soulève peut-être une question, c'est est-ce que les associations aujourd'hui, elles continuent à peser dans les politiques publiques, si tant est qu'elles aient pesé historiquement. Voilà, c'est cette question. Merci. Y a-t-il une troisième question? Et puis après, nous ferons... Oui, devant. Il y en a une aussi là-bas. Bonjour, Laurent Besse. Ma question s'adresse à Anna Trespech. Que sait-on sinon de la sociologie, mais par exemple des études suivis par Jeunes et Nature? Donc, de ce que tu as dit, on a compris qu'ils étaient plutôt parisiens. Mais ensuite, voilà, et en particulier dans ce qu'on peut savoir des jeunes dans les structures provinciales que tu as mentionnées. Voilà, c'est un petit peu comment arrive-t-on dans ce mouvement? Merci. Donc deux questions un peu transversales pour tout le monde, et puis après on reprendra un tour de table, hein, le rôle dans l'implantation des politiques publiques, et puis peut-être la sociologie de vos associations. Je commence par... Parce que concernant la question sur l'influence sur les politiques publiques, le secteur des chantiers est assez particulier parce que en fait c'est les pouvoirs publics qui prennent l'initiative de mettre autour de la table des associations de chantier qui n'avaient pas pour habitude antérieurement de travailler ensemble. Elles pouvaient potentiellement se croiser au sein de l'UNESCO à l'ancêtre de l'organisme qui a été cité, là, le CCSVI, qui s'appelait le Comité de coordination des chantiers internationaux de jeunes volontaires. Donc c'est plutôt les pouvoirs publics qui vont influer sur les types de chantiers qui vont être réalisés en mettant concrètement sur la table des enveloppes financières pour dire là il y a un plan de développement de petits équipements socioculturels, donc les associations vont aller sur ce secteur-là, et la mobilisation de crédits dans le champ de l'environnement va fortement initier les associations à aller là-dessus. Non pas que certaines ne sont pas sensibles à la question de l'environnement, comme le montre le témoignage d'Alain Buet. Mais voilà. Après, avec la fin de la cogestion, les relations sont plus particulières, et force est de constater que le ministère a un peu abandonné ce secteur des chantiers de jeunes. Premièrement avec la fin de la cogestion, puis deuxièmement avec la fin d'une circulaire ministérielle dédiée ou d'une ligne de crédit spécifique au sein du budget du ministère de la Jeunesse. Concernant la sociologie des jeunes, moi mon exposé portait sur les chantiers internationaux de jeunes volontaires. À côté, il y a eu le développement de chantiers pour les objecteurs de conscience, puis à la toute fin des années 70, les premiers chantiers dits d'insertion socio-professionnelle qui amènent sur ce dernier volet effectivement des jeunes avec un autre profil sociologique, les chantiers internationaux de jeunes volontaires jusque dans les années fin des années 90, c'est quand même à 80-90% des étudiants. Et il serait intéressant, dans le champ de l'environnement, d'étudier ce qu'ont pu faire les chantiers d'insertion, puisque on est effectivement face à un nouveau public qui va développer une modalité d'intervention en lien avec l'environnement. Mais ça, moi, je ne l'ai pas étudié, donc à ce stade, je peux rien en dire.
Concernant l'implication de Jeunes et Nature dans les politiques publiques, il s'agit d'un rôle de consultation au début des années 1970, quand les contours de la politique de l'éducation à l'environnement sont en train d'être définis. Ils sont invités à participer notamment au groupe de réflexion interministériel sur les jeunes et l'environnement, qui est formé en 1971 et qui débouchera sur un premier colloque sur enseignement et environnement en 1972. Et puis voilà, cette participation à des consultations ministérielles se systématise à la fin des années 1970 dans les colonnes du bulletin de Jeunes et Nature. Ils énumèrent toutes les commissions auxquelles ils participent. Je peux vous en citer certaines: la commission réglementaire des eaux, le Haut Comité à l'environnement, le Conseil supérieur des établissements classés, le Conseil d'information sur l'énergie nucléaire. Donc ils viennent apporter l'éclairage des jeunes sur ces questions à la croisée du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la qualité de la vie à la fin des années 1970. Voilà, donc c'est en ces termes-là qu'ils sont invités à donner leur éclairage. Et ils expliquaient que notamment un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture qui s'appelait Daniel Labbé, les soutenait et avait aussi les avait introduits dans ces cercles technocratiques. Pour ce qui est de la sociologie de Jeunes et Nature, donc comme j'ai été très rapide, j'ai parlé des fondateurs parisiens. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Jeunes et Nature, c'est vraiment une fédération de clubs dont on peut cartographier dont on peut cartographier la présence sur le territoire français, avec des régions plus ou moins dynamiques, en particulier dans le Jura et dans le Pays Basque. Donc voilà, ce sont les fondateurs parisiens dont j'ai évoqué quelques traits biographiques. Donc dans les initiatives relayées par les clubs provinciaux, ce qui apparaît quand même de manière assez claire, c'est que ce sont pour la plupart quand même des citadins. Mais voilà, là pour le coup, ça nécessiterait une analyse beaucoup plus approfondie, une analyse quantitative. Mais voilà, mon intuition, c'est que ce sont quand même pour l'essentiel des citadins qui s'inquiètent de la disparition de la relation à la nature chez cette nouvelle génération qui naît dans les villes, qui parfois n'a plus d'attache rurale, et c'est une préoccupation majeure, je dirais existentielle, quoi. Voilà, et je rappelle simplement que les clubs Jeunes et Nature concernent la tranche 10-25 ans, et que la règle fixée par l'AOF, c'est qu'au-delà de 25 ans, on ne peut plus participer au club Jeunes et Nature. Donc, grosso modo, les 10-16 ans faisaient partie des encadrés, et les 16-25 ans encadraient. Mais il y avait une très grande initiative et une très grande autonomie des clubs locaux qui menaient leurs actions et qui les faisaient remonter à Paris. Donc on en trouve la trace dans les bulletins, mais c'est vraiment un réseau de clubs. Merci. Deuxième salle de questions. Merci bien. Thierry Pacaud, donc philosophe, entre autres. J'ai une question et une remarque pour chacun. Donc je n'ai pas de question transversale. D'abord pour Anna, je voudrais savoir un peu la place des publications dans Jeunes et Nature. Il y a des bulletins, on a vu des premières photocopies ou des
des tirages plutôt renéotypés, j'ai l'impression. Et puis cette fameuse revue Paysage sonore. Donc un peu quelle est l'audience de ces publications et puis oui, leur diffusion. Ça c'est ma question. Quant à la remarque, puisque vous avez évoqué Roger Haim, il se trouve que je viens de rééditer son livre Protection et destruction de la nature, et c'est un insuccès total. Donc, vous voyez, c'est aussi important à savoir que on sort un bouquin qui est très très lisible, qui est absolument remarquablement écrit, qui nous décrit le monde de 1952, date de la publication, qui ressemble étrangement au nôtre, et aucune recension dans la presse, aucune vente. Il coûte 10 €, je le dis ça pour ceux qui sont dans le public. Pour Arnaud, j'ai une question qui concerne c'est pas la sociologie des stagiaires ou des gens qui vont au chantier, mais est-ce que on peut retourner 2 années de suite, 3 années de suite dans les chantiers, ou on ne peut y aller qu'une seule fois? Comment on est recruté, comment on peut y participer? Et puis, est-ce que vous pouvez dire un mot sur le campus vert, parce que il figure sur votre document, mais hop, il a été zappé dans l'oral. Quant à ma remarque, parce que je viens d'en faire la géohistoire, le mot conscientisation en français est introduit par le livre de Paulo Freire qui s'appelle La pédagogie de l'opprimé. Et effectivement, c'est très daté. Et là, il est pris par tout le monde dans pratiquement tous les sens. Et puis ensuite, il disparaît du vocabulaire. Je l'ai vu réapparaître il y a pas longtemps. Donc, peut-être qu'il y a une résurgence du mot conscientisation. Quant à Charles-Édouard, j'ai une question sur l'urbaphobie. Je voudrais savoir d'où ça vient vraiment, parce que il y a un très grand livre, mais d'un protestant, qui est là-dessus, c'est celui de Jacques Ellul, Sans feu ni lieu, sur la Bible, sur la ville dans la Bible, qui est un livre absolument majeur. Est-ce qu'il a eu une importance? Est-ce qu'il a été lu? Donc voilà, ça c'est une question que je pose. J'en ai une deuxième question quand même, qui est, puisque vous avez évoqué le tiers-monde, c'est la question démographique. Est-ce que ça préoccupe les scouts, les guides? Est-ce que on réfléchit à cette question de la bombe P? Voilà. Et puis, comme j'avais aussi une remarque, parce qu'il se trouve que j'en ai fait l'historique il y a pas longtemps, la notion de génération future, une des premières occurrences se trouve chez Humboldt, dont je parlais ce matin. Alors, sur la question du tiers-monde et la question démographique, dans la mesure où on est dans le catholicisme, même s'il est plus progressiste chez les Scouts de France et les Guides de France, là on suit évidemment la doxa du Vatican et des grands textes, donc il n'est pas question de limitation des naissances. Question qui peut tarauder quand même notamment les Guides de France, les filles, parce que évidemment elle a une résonance avec la question de la contraception à peu près à la même époque. Mais donc non, il n'est pas question de limiter les naissances dans le tiers-monde, on doit trouver d'autres solutions. En l'occurrence, j'ai peu le temps de le dire, mais le développement communautaire, en fait, c'est le premier nom que les Scouts de France et les Guides de France, en lien avec le scoutisme mondial, donc j'ai cité les Scouts de Haute-Volta, vont utilisé, et qui était d'ailleurs un vocabulaire que l'on retrouvait aussi dans l'Organisation internationale du travail à partir de 1976. Jacques Ellul n'est pas connu, autant que je sache, je l'ai pas vu une seule fois. Peut-être non, je l'ai pas vu, en tout cas officiellement, ni dans les revues pour les cadres, ni dans les canevas de réunions que j'ai pu consulter. Donc l'urbaphobie, elle vient en fait de ce catholicisme dans lequel s'est fondé les Scouts de France, se sont fondés les Scouts de France et les Guides de France, qui est le catholicisme intégral, c'est-à-dire qu'il faut intégralement catholiciser intégralement la vie des fidèles dans l'espace et dans le temps. Et le problème, c'est que la ville est conçue dès la fin du 19e siècle par un certain nombre de catholiques sociaux comme le lieu où on perd la foi. L'exode rural, le maillage des paroissiales qui n'est pas toujours très serré, et donc se développe tout un discours à partir de la fin du 19e siècle. On va retrouver après avec la banlieue dans les années 20 et les années 30 des livres sur la banlieue, qui est le lieu, avec en plus la concurrence avec les communistes, le lieu de perdition, une sorte de territoire de mission. Et donc en fait l'urbaphobie, notamment dans les milieux traditionnels, et c'est important parce que les Scouts de France et les Guides de France, leur réforme est aussi, on accepte la ville.
alors que les autres, non. Voilà. Merci. Je passe la parole à Arnaud. Oui, les campus verts, je vais peut-être faire la transition un peu vite, mais je l'ai évoqué. En fait, c'est l'opération ministérielle de 89 à 94, et j'évoquais les 38 projets retenus, dont certains en fait ne comportaient ni programme d'action éducative, et dont certains étaient accompagnés d'un courrier du ministère disant que voilà. Donc on parle pas de stagiaires, on parle de volontaires sur les chantiers. Ils tenaient beaucoup à ce terme. Ils ont même essayé de le défendre vis-à-vis du ministère, qui a essayé lui d'imposer le terme de chantier de jeunes bénévoles. Or, être bénévole et être volontaire dans l'esprit des associations de chantier, c'est bien deux modes d'engagement différents et deux expériences de vie différentes. Le recrutement, en fait, est très différent d'une association à l'autre. Chacun s'appuie sur des réseaux, selon qu'ils appartiennent au réseau catholique, au réseau protestant, qui sont très ancrés en lien avec l'UNEF et l'Office du tourisme universitaire, par exemple. Donc, ce serait un peu compliqué de dire. Voilà, et on peut participer autant de fois à un chantier qu'on veut. Il n'y a pas de limite d'âge. Même certaines organisations se refusent d'être qualifiées de mouvement de jeunesse, considérant qu'on peut être volontaire sur les chantiers à n'importe quel âge. Et même encore aujourd'hui, il existe ce que certaines organisations appellent des chantiers familles, où on peut venir avec ses enfants pour participer à un chantier. Voilà, et puis le retour du terme de conscientisation est peut-être lié à la réédition de la pédagogie des opprimés de Paulo Freire cette année. C'est une hypothèse. Alors, concernant l'impact des publications de Jeunes et Nature, je crois qu'il est allié à l'image des difficultés que j'ai eues pour retrouver ces archives. Le bulletin, c'est un bulletin ronéotypé qui est destiné aux adhérents de Jeunes et Nature, qui n'a pas vocation à être diffusé a priori au-delà de ces cercles. Et donc, voilà, c'est une diffusion confidentielle, tellement confidentielle que le dépôt légal n'a pas fonctionné à la BNF. Donc, a priori, les militants, bon, Jean-Patrick Leduc était persuadé d'avoir fait les démarches à l'époque. Bon, où est-ce que ça a pêché, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, à la BNF, il n'y avait plus que les trois derniers numéros, mais qui sont aussi des numéros qui ressemblent plus à une revue qu'à un bulletin, c'est-à-dire avec une couverture couleur. Et en fait, dans l'histoire de Jeunes et Nature, l'âge d'or, c'est vraiment 1971-1974. Il y a une période de creux au milieu des années 70, et puis notamment Jean-Patrick Leduc, Philippe Barbeau, Martine Todisco reviennent alors qu'ils ont passé l'âge des 25 ans à la fin des années 1970, et pour essayer de relancer le collectif, voilà. Et bon, au début des années 1980, par manque de budget, de subventions de l'Éducation nationale et du ministère de comment ça s'appelle au début des années 80, le ministère des affaires, enfin de l'environnement, c'est le ministère du cadre de vie. Le cadre de vie, tarde à verser, bon bref, donc et puis voilà, le mouvement s'étiole un petit peu. Bref, tout ça pour dire que voilà, ces derniers numéros en couleur correspondent aussi à un moment vraiment de professionnalisation. Hein. Vraiment, je n'ai pas commenté certaines diapos, mais je vous avais mis le catalogue de toutes les publications, de tout le matériel pédagogique de Jeunes et Nature. C'est vraiment devenu une petite entreprise. Il y a les prix, on peut commander, et voilà, ça a perdu quelque part de sa spontanéité, mais n'est-ce pas la destinée de toutes les associations? Enfin bon, c'est une vraie question. La collection Paysages sonores, ce sont des disques. Il y aura une anthologie, je crois, sur cassette. Philippe Barbeau m'a promis de me confier une collection
je dois déposer soit à la BNF, soit à l'Inatec. Enfin voilà, je ne sais pas quoi faire de ce trésor. Mais ce sont des disques 45 tours qui sont accompagnés, donc qui sont commercialisés, qui sont accompagnés d'un petit livret pédagogique avec des expérimentations relatées sur voilà la manière dont on peut s'emparer de ces enregistrements sonores avec des maternelles ou des primaires. Hein. C'est vraiment destiné à la petite enfance ou à l'enfance. Voilà, donc ce sont des livrets extrêmement détaillés. Il y a tout un accompagnement pédagogique qui est très intéressant. Donc c'est produit par le muséum et Jeunes et Nature. Donc il y a le soutien du muséum aussi dans la diffusion auprès des scolaires. Mais c'est une diffusion, je pense, essentiellement auprès des scolaires. Concernant Roger Haim, mais justement, je crois que ce qui est intéressant, c'est pour ça que peut-être me suis attardée trop sur l'ancrage au muséum de Jeunes et Nature, parce que en effet tout ce travail que fait Roger Haim puis Jean Dorst sont des travaux à bas bruit, alors moins pour Jean Dorst en 65, mais Jeunes et Nature vont donner vont servir de porte-voix à toutes ces idées qui, encore une fois, circulent, mais dans des cercles savants, élitistes. Et donc, voilà, je crois qu'il faut voir ça comme ça. J'avais étudié dans un article du Temps des médias les réceptions différenciées d'ouvrages d'alerte environnementale. Donc Roger Haim en 52, Carson en 63 dans sa version française, Dorst et Ehrlich justement. Alors venons-en à cette question de la limitation des naissances. Donc justement, ça rejoint ce que je voulais dire, c'est que Jeunes et Nature n'est pas simplement dans la démarche naturaliste stricto sensu, mais porte bien un projet de contre-société. Et dans ce projet de contre-société, il y a tout le pan réforme du mode de vie. Et dans ce pan réforme de mode de vie, il y a une invitation. Donc ils adhèrent complètement à ce discours néo-malthusien sur la nécessité de limiter les naissances. Mais j'avoue que j'ai été assez surprise, et j'ai relu hier soir, justement dans la petite brochure « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour la nature ?» en une centaine de conseils. Donc justement, ils invitent les couples à limiter leur naissance, mais ils disent « Attention !» de ne pas interpréter cette consigne de manière trop stricte, parce que ce sont les couples sensibilisés à ces questions de protection de la nature et de crise environnementale qui s'arrêteraient de faire des enfants, et donc finalement ce serait une catastrophe, on arriverait à un effet pervers. Et j'ai trouvé ça, voilà, c'est en 71, et à la fois il y a quelque chose d'assez réaliste. Bon. Voilà, donc ils vont quand même assez loin dans la réflexion, je dirais, concrète.